hein, c'est les dizaines de personnes qui dorment à l'hôtel chaque jour, puisqu'on a énormément de ménages qui sont hébergés pendant 5 ans, 8 ans, 10 ans dans des hôtels sociaux. Donc ça peut durer jusqu'à 10 ans. Ça peut durer des années. Des familles entières qui sont hébergées dans des chambres de 10 mètres carrés sans pouvoir cuisiner, qui déménagent puisque l'hébergement n'est pas garanti dans la continuité. Donc parfois les familles déménagent au bout de quelques mois pour un nouvel hôtel, pas forcément dans le même département. Ce qui pose énormément de problèmes en termes de scolarité des enfants, en termes de capacité à s'intégrer, à s'insérer dans une vie professionnelle, à se créer un réseau de soutien, à avoir un bon suivi médical, social, et à vraiment... à se stabiliser en fait. Exactement. Et puis à s'implanter ou à trouver du travail, par exemple. Oui. Donc aujourd'hui, le secteur de l'hébergement n'est plus du tout adapté à l'accroissement de la demande et à la diversité des publics qui se retrouvent sans logement aujourd'hui. On a beaucoup de ménages, on a beaucoup de familles monoparentales, on a beaucoup de personnes qui travaillent aussi, mais qui n'ont pas accès au logement en Île-de-France. Donc le profil un peu classique du SDF vieillissant, alcoolique, en fait, c'est fini. Absolument. C'est fini ce temps-là. Aujourd'hui, il y a énormément de mamans seules avec enfants. C'est une très très grosse problématique qui se retrouvent sans logement, sans hébergement. Et ça, c'est un défi important. Alors, c'est parce que le logement est trop cher ou quelles sont les raisons pour lesquelles elles se retrouvent Oui, alors le logement est trop cher, c'est sûr. On manque aussi de logements sociaux. C'est difficile de trouver des garants, même quand on a du travail. Et puis, on peut du coup être maintenu dans le système d'hébergement parce qu'on a des besoins encore d'accompagnement auxquels on n'aurait pas droit si on avait accès à un logement social. Donc il y a une incohérence dans le parcours des personnes qui retarde l'accès au logement, et quand les personnes ont accès au logement, les fragilise par le manque d'accompagnement. Alors, est-ce que vous avez vu une augmentation de la demande ces dernières années? Où est-ce qu'on en est dans l'évolution? Est-ce que c'est en train au contraire, de fléchir? Comment ça se passe? Non, ça augmente. On estime encore aujourd'hui au moins 150 000 personnes sans abri en France. On parle d'1 million de personnes dans des abris fragiles, indignes, mais 150 000 personnes, toutes les associations s'accordent à dire que le chiffre est sous-évalué, mais il n'a pas été, il n'a pas été observé depuis longtemps. C'est pour ça que plusieurs mairies lancent des opérations de décompte des personnes sans abri dans les rues. À Paris, par exemple, au mois de février, il y a eu une nuit solidaire qui a permis de recenser près de 4000 personnes vivant dans la rue, dans les rues de Paris, en plus de celles hébergées dans des hôtels sociaux, dans des gymnases, dans des bâtiments temporaires. Donc c'est vraiment des dizaines et des dizaines et probablement des centaines de milliers de personnes, et ce chiffre augmente en permanence. Alors, vous avez pour arriver à répondre aux défis qui sont face à vous, vous avez des offres d'emploi à pourvoir. Quelles sont-elles? Alors, on recherche énormément de travailleurs sociaux, de tous les profils, éducateurs, assistants sociaux, moniteurs éducateurs. Voilà, c'est le poste principal. Ensuite, bien entendu, on recherche... Donc ce sont des futurs salariés de votre association? Oui. On cherche aussi des secrétaires, des assistants administratifs, des directeurs, des chefs de service, tous les métiers qui peuvent concourir à faire fonctionner une association, un établissement. Voilà. Quels sont donc, si on veut vous contacter, si on est intéressé par ces offres d'emploi, on fait comment? Le site du groupe, il y a des offres d'emploi qui sont publiées, mises à jour chaque jour. On va rappeler l'adresse internet. www.groupe-sos.org. Et puis il y a une candidatèque aussi où les personnes peuvent déposer un CV, une lettre de motivation, dire qui elles sont et ce qu'elles recherchent. Alors, est-ce que ce sont des emplois à temps complet ou à temps partiel, ou est-ce que c'est du bénévolat aussi que vous recherchez? Alors, le bénévolat, on y est venu récemment.
C'est une activité qui n'était pas encore très développée au sein de nos structures, mais qu'on développe de plus en plus. Donc oui, effectivement, via France Bénévolat ou directement en contactant des établissements qui seraient implantés dans votre ville de résidence. On serait très heureux de rencontrer des personnes bénévoles. Et puis la plupart des postes qu'on propose sont des postes à temps complet, mais tout est négociable de toute façon. Exactement, c'est une question d'organisation après derrière. Merci beaucoup Chantal Mire pour nous avoir présenté. Donc, je rappelle que vous êtes directrice générale du pôle Habitat et Action sociale de l'association groupe SOS Solidarité. Donc, si on est en besoin, en fait, on a compris qu'il fallait faire le 115, c'est bien ça. Vous intervenez ensuite. Et contacter une assistante sociale de secteur dans une mairie ou dans une permanence sociale. Donc, donc là, c'est pour toutes les personnes qui sont en situation de précarité d'abri, par exemple, ou en situation de handicap, ou vivant avec des addictions, ou si on est migrant. Voilà, ce sont les 4, on va dire, pôles d'aide que vous apportez à partir du moment où on a contacté le 115. Oui. Merci beaucoup Chantal Mire d'être venue ce matin. On va faire tout de suite une nouvelle pause musicale et on revient avec vous tout de suite. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez dire? Non, non, non. On a dit le principal, je pense. Oui, après moi j'attends de voir Ouvre ta boîte parce que ça m'intéresse pour faire le lien avec nos publics. Donc peut-être je me permettrai de poser une question à monsieur. Ah oui, vous me faites un petit signe que je vous passe la parole. Bien sûr. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions à poser avant qu'on change de sujet? Est-ce que vous avez des questions à poser à Chantal Mire, l'un ou l'autre? L'une ou l'autre? Non, non, là, c'est bon. Ouais. Toi non plus? Non. Comme on est entre nous, je comprends pas. On construit même si le rythme de réalisation et on ne fait pas face. Alors je sais bien qu'il y a une concentration urbaine qui s'accélère. Vous allez en province et puis sur les métropoles, les grosses métropoles comme évidemment l'Île-de-France, mais quand vous voyez que sur le secteur déviant, sur des secteurs et des HLM, attendez, à 50% occupés, certains. Et nous, on n'y arrive pas. On a un foncier qui coûte énormément, des aides d'État qui sont ce qu'elles sont, mais tout c'est pas, c'est vraiment éparpillé. Et, je vous dis, voilà, on est un peu. Moi, je vais vous dire un sentiment. On ne peut pas maintenir ce que moi j'appelle la locaterie perpétuelle dans les logements sociaux. On ne peut pas mettre des gens en place à une année X et les laisser 40 ans au même endroit, alors qu'ils ne sont plus que 2, qu'ils ont généralement la maison de grand-papa ou de grand-maman qui vivent la moitié de l'année. Bon, j'en connais comme ça dans nos logements. Bien entendu, ça a été le drame de Cergy il y a quelque temps avec ses maisons de ville. Il y a eu une excellente réaction de la ville pour redonner de la dynamique, mais sinon il y avait des quartiers entiers où on avait fermé les classes, fermé des écoles, parce qu'il n'y avait plus de monde. Nous on a fait nos projections, puisqu'on réalise en principe 40 à 50 logements sociaux par an, et à un rythme, quand on n'a pas de contentieux, on prend encore un magnifique là. Moi, je comprends pas non plus, parce qu'il faut on va être obligé de reprendre là, mais je comprends pas non plus pourquoi dans les hôtels, on les bouge. Pourquoi on les laisse pas un peu plus de temps? Pourquoi toujours il faut les bouger, les changer d'hôtel? Je comprends pas. Parce que les places d'hôtel peuvent fermer, réouvrir, parce qu'il y a toujours une nouvelle. Après, c'est un système C'est spécial. Ouais, c'est bizarre. Le système marche un peu sur la tête aujourd'hui, est complètement inadapté, et c'est tellement massif. Mais vous pouvez pas faire des propositions pour que ce soit plus adapté? Alors en fait, nous, on a fait des propositions dans le cadre du plaidoyer. Ensuite, des propositions sur la gestion du logement social, c'est pas vraiment à
nous de les faire. Moi, je ne gère pas de logement social, donc oui, bien sûr, venir dénoncer la gestion. Si l'accès au logement social était plus aisé. Ah bah oui, on est tout à fait d'accord. Voilà. Parce que des PLAI, il n'y en a pas assez. Non. Les loyers des PLS et PLUS, ils sont parfois exorbitants. Absolument. On peut se retrouver à 1 000 € sur un logement social. Bon, on va reprendre, si vous voulez bien, on continuera ce débat après. Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Philippe Sueur, maire d'Enghien-les-Bains, de Chantal Mire, directrice générale du pôle Habitat et Action sociale, de Maria Karuna-Garand pour sa start-up R&K et d'Hakim Kamouche, à qui on va passer la parole tout de suite, chef de projet innovation sociale et accompagnement RH des organisations pour la Directe. Hakim Kamouche, vous êtes l'instigateur, l'initiateur de l'opération Ouvre-moi ta boîte qui va avoir lieu dans un mois, le 7 juin. Alors parlez-nous un petit peu de cette opération aujourd'hui. Absolument, merci Florence et merci à IDFM 98 de nous offrir l'opportunité à nouveau, puisque c'est la deuxième fois. C'est la deuxième année que vous lancez cette opération. Hein. C'est la seule opération de ce type dans toute l'Île-de-France, d'ailleurs, je dois rappeler. Combien d'entreprises espérez-vous, combien va-t-on atteindre d'entreprises cette année, à votre avis? Alors, ce que je peux vous dire à ce jour, c'est que l'année dernière, à la même période, on avait 15 entreprises. Là, cette année, on en a un peu plus de 30. Voilà. Donc déjà, on a doublé. Déjà, on a doublé. Voilà. Il nous reste encore un mois. Enfin, il passe encore un peu de temps. Et en même temps, l'objectif, c'est pas la quantité. Hein. C'est surtout la qualité des accueils. Enfin, ce qui est important, c'est que les entreprises du territoire se saisissent de cette journée. Donc en fait, l'objectif, c'est de... Expliquez-nous un petit peu l'objectif de cette opération. Alors en fait, on s'est inspiré de la journée européenne du patrimoine. Là, pour le coup, c'est une journée dédiée aux entreprises de tout secteur et de toute taille. Ça veut dire que parmi les entreprises qui participent à cette journée, qui ont participé et qui vont participer, on a des petites TPE de 2 collaborateurs, des grands groupes côté Valeo, Manutan, ADP cette année, Pasteur Sarbar, voilà, j'en passe. On retrouvera la liste des entreprises sur le site, je vous expliquerai tout à l'heure les modalités. Mais l'idée de cette journée, c'est que chaque entreprise puisse ouvrir sa boîte, hein, comme ça s'appelle, et puis proposer un accueil. Et en fait, on se rend compte qu'il y a autant de modalités d'accueil que de stratégies d'entreprise. Il y a des entreprises qui profitent de cette journée pour faire des inaugurations, des entreprises qui profitent de cette journée pour faire du recrutement, des entreprises qui profitent de cette journée pour faire des dégustations. Enfin, c'est une journée, c'est complètement open. En fait, c'est fait pour que les Français puissent découvrir les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité finalement. Complètement, tout à fait. C'est la journée de valorisation du patrimoine économique. Donc la richesse économique, on a plein de pépites sur le territoire, on les connaît, qu'on ne connaît pas, qui ne demandent qu'à s'ouvrir et qu'à profiter de ce type d'opportunités pour se faire connaître. Et c'est aussi la valorisation du capital humain, donc les collaborateurs des entreprises. Donc il y a beaucoup d'entreprises aussi qui mettent en avant leur stratégie RSE, responsabilité sociétale, engagement sociétal. Elles expliquent ce qu'elles font, comment elles peuvent venir en appui d'associations d'utilité sociale, d'associations qui s'occupent notamment de publics en difficulté. Voilà, donc il y a autant d'initiatives prises par les entreprises que d'entreprises participantes. Et en même temps, ça permet aux Valdoisins et Valdoisiennes de pouvoir découvrir, comme vous le disiez, ces entreprises du territoire. Donc c'est aussi des opportunités pour ces Valdoisiens et Valdoisiennes. Voilà, l'année dernière, on a vu 30 entreprises participantes, dont IDFM 98. Alors vous l'avez rappelé. Dont notre radio, oui, c'est ça. Voilà, exactement. Dans la radio, vous avez rappelé en introduction que vous êtes marraine de cette deuxième édition. Au titre de la radio. Le parrain, c'est M. Munch de l'entreprise Cefibal. Voilà, à Persan, une très très belle industrie de notre territoire. Et juste pour la petite histoire, l'année dernière, souvenez-vous, quand je vous ai présenté la première édition, la première réaction que vous avez eue, c'est « mais nous aussi, on va voir notre boîte ». Voilà. Absolument. Voilà. Parce que je trouve que c'est très intéressant qu'on soit un jeune qui cherche sa voie professionnelle ou qu'on soit en recherche d'emploi, ou bien pour les entreprises, c'est pas parce que finalement on est une entreprise de grand renom qu'on est forcément connu de tout le monde. Donc je trouve que l'échange est très intéressant pour tout le monde. Finalement, c'est un enrichissement. Et puis, on a plein de pépites, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au niveau technique en Val d'Oise. Et c'est bien de remettre un peu l'industrie au cœur du débat. L'industrie
l'industrie, c'est quand même l'activité économique qui assure la pérennité de tout un pays finalement. Absolument. Donc je pense que cette opération, elle est fantastique. Il faut que les entreprises s'en saisissent. À la limite, j'allais dire, c'est un peu dommage que ça ne soit pas étendu à toute l'Île-de-France, parce que finalement, l'Île-de-France est très riche en entreprises, et donc c'est un peu dommage. Voilà, donc on va passer la parole à Maria Canura-Garand qui voudrait commenter, je pense, ou poser une question. Moi je trouve ça génial en tant que start-up. Je trouve ce concept formidable de pouvoir ouvrir des entreprises et des industries, parce que finalement on connaît que les grands noms, et quand on sort d'école et quand on sort d'école et qu'on cherche un travail, on pense surtout à Kering ou au Printemps, j'en sais rien, et pas forcément aux industries locales et aux économies locales. Et le fait d'ouvrir les portes, ça fait aussi, ça donne une image aussi de certains métiers dont on n'a pas connaissance à la sortie de l'école. Donc c'est important aussi de favoriser ce contact avec les entreprises et les employés, et de connaître un peu les métiers qui existent. Tout à fait. Alors, oui, Maria, vous avez dit quelque chose d'important, c'est que je ne suis pas sûre que les grands noms soient connus des jeunes, comme vous dites. Ça, j'en suis pas persuadée. Qu'est-ce que vous en pensez, Hakim Kammouche? Alors, il y a eu quelques surprises. Je ne vais pas vous citer parmi les entreprises. Non, on ne va pas citer de nom. Voilà. Parmi les entreprises qui avaient participé l'année dernière, beaucoup étaient persuadés qu'avec leur nom, ça allait attirer beaucoup de monde. Voilà. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et donc, c'est un vrai marqueur pour les entreprises en termes d'image. Quelle image on renvoie sur l'extérieur? Et ces deux entreprises notamment ont fait un travail formidable cette année pour participer à la deuxième édition, mais en faisant un nouveau travail sur l'image. Vous voyez? Et cette journée, ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment une journée de richesse pour le territoire. Et c'est une journée de partage de valeurs pour les entreprises. C'est aussi la marque, l'engagement sociétal. Je suis sur un territoire, je m'affirme et je m'engage sur le territoire, et voilà ce que je fais pour le territoire. Et c'est beaucoup d'opportunités pour toutes les générations. Oui, parce que finalement, quand on cherche un travail, on s'imagine qu'il faut aller loin, et quelquefois, à côté de chez soi, on peut trouver du boulot. Tout à fait. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'opportunités de travail, en fait, en Val d'Oise en ce moment. Vous êtes bien au courant, vous, à la Directe. Absolument. Parce que vous êtes très au courant des pépites, finalement. Comment faites-vous pour être au courant de toutes les entreprises du Val d'Oise? Alors, non, je ne vais peut-être pas dire qu'on connaît toutes les entreprises du Val d'Oise, c'est pas le cas parce que on s'appuie notamment sur les réseaux, vous voyez, pour pouvoir diffuser notamment là, cette édition, cette deuxième édition qui s'inscrit, je le rappelle, dans le cadre du réseau, un réseau d'acteurs public-privé Agir ensemble pour un partenariat d'expertise des RH public-privé. Et donc c'est une démarche volontaire, donc ce sont les membres du réseau. D'ailleurs, je remercie le Centre d'expansion économique du Val d'Oise, dont vous êtes président, monsieur Sueur, qui a relayé... Le CEVO, donc. Le CEVO, absolument, qui a relayé cette deuxième... Voilà, dirigé par Jean-François Benon, qui vient régulièrement à ce micro, d'ailleurs. Tout à fait, absolument. Et juste pour compléter, ce que je voulais dire, c'est que cette journée, cette deuxième édition, s'inscrit cette année dans le cadre d'une dynamique nationale qui s'appelle « La France, une chance, les entreprises s'engagent ». Et donc cette dynamique, La France, une chance, il y aura un événement qu'on va organiser, j'en profite, le 24 juin, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler d'ici là, le 24 juin dans le salon d'honneur de la préfecture du Val d'Oise. L'idée de cette dynamique, c'est de valoriser l'engagement pluriel, l'engagement sociétal des entreprises, parce que beaucoup d'entreprises font de belles choses, mais ce n'est pas suffisamment connu pour l'inclusion dans l'emploi notamment des jeunes en difficulté. Voilà, donc cette opération, donc le 7 juin, ouvre-moi ta boîte, que vous soyez entreprise, eh bien venez, il faut encore vous inscrire pour faire connaître votre entreprise. C'est un très bon moyen de se faire connaître, un bon moyen marketing et de communication. Et puis pour tous ceux qui recherchent du travail ou veulent découvrir tout simplement comment fonctionne une entreprise, c'est aussi le bon moyen de visiter une ou deux entreprises ce jour-là, le 7 juin. Je pense qu'on peut même, quand on est étudiant, se faire un mot d'excuse pour ne pas aller à ces cours et venir en profiter. Alors justement, vous avez dit le 24 juin, autre opération, La France, une chance, les entreprises s'engagent. Ça aussi, c'est organisé par la Directe, bien sûr, en partenariat avec tous les mouvements ou les réseaux d'entreprises, j'imagine. Merci beaucoup, Hakim Kammouche, de nous avoir parlé de tout ça. Alors, dernier sujet du jour, on va tout de suite passer la parole à notre start-up du jour. Maria Canura-Garand, vous avez créé en 2017 R&K. Comment vous est venue cette idée? Alors, que faites-vous? Que proposez-vous? Alors, R&K, c'est une marque de souliers 100% masculine qui propose des chaussures sur mesure.
Donc on a un concept assez innovant, justement on parlait de technologie, de réalité augmentée, etc. Nous on utilise un scanner 3D pour prendre les mesures des pieds des clients. Donc le client rentre dans la boutique qui est située dans le 5e à Paris et il se fait scanner les pieds. Une fois qu'on a pris ses mesures, il conceptualise sa paire de chaussures avec nous en choisissant les options qui existent. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est très intéressant dans votre concept technologique, c'est que finalement, on voit en 2D, par dessin, tout le scan de son pied. Exactement. Et de son mollet. Oui, absolument. J'ai ramené une petite vidéo pour que vous puissiez un peu vous imaginez ce qu'on fait. C'est qu'au final, on s'inspire un peu de la technologie qui permet de faire des effets spéciaux au cinéma. Donc, il n'y a pas du tout de rayons, de quoi que ce soit. C'est une technologie saine. C'est vraiment de la photographie au micromètre près. Et ça nous permet de visualiser en fait le pied en 3D et d'avoir aussi du coup les spécificités des pieds du client et de pouvoir offrir une expérience complètement inédite d'une part, mais aussi personnalisée et ultra personnalisée par rapport à la morphologie de ses pieds. Alors après, donc on a bien compris que c'était donc bien sûr, on part d'une technologie pour avoir la forme du pied de chacun, de chaque homme. Il faut préciser que ça n'est réservé qu'aux hommes, en tout cas pour le moment. Pour l'instant, oui. Voilà, les hommes ont beaucoup de chance. Alors, est-ce que après, où sont fabriquées les chaussures? Après, on choisit son modèle. J'imagine que vous proposez plusieurs modèles et plusieurs cuirs peut-être aussi. Absolument. Alors, parmi les options, on a le choix du modèle, du cuir, la couleur. Les lacets, la semelle, on a quand même une panoplie assez complète pour le faire. Et du coup, chez RK, on a d'abord commencé à travailler avec des ateliers européens. Donc, on est passé par de nombreux ateliers en 2 ans. Notamment italien, espagnol. Bon, l'Italie est réputée pour les fabrications de chaussures. Exactement. Espagnol qui commence à très bien faire aussi en termes de qualité. Et puis là, on est en train de s'orienter vers un projet d'envergure, c'est-à-dire l'ouverture d'un atelier de fabrication en Bretagne pour pouvoir internaliser la production et gérer toute la logistique de la fabrication, de la commande à la fabrication. Alors pourquoi la Bretagne? Parce qu'il y a la région de Romans qui est très dédiée à la chaussure, qui redémarre d'ailleurs, on est très content que ça redémarre au niveau des chaussures. Oui. Pourquoi la Bretagne? Alors la Bretagne, elle a un pôle justement de la chaussure qui est un peu moins connu que Romans, mais il y avait vraiment un nid pour la chaussure de luxe près de Fougères en fait. Et c'est à côté de Rennes, c'est à quelques pas de Rennes. Et l'idée, c'est que, nous, on a commencé à travailler avec un ancien atelier, un atelier qui avait été repris. Malheureusement, ils ont dû fermer. Et ce qu'on a décidé, c'est d'ouvrir une SCOP, du coup, une forme de coopérative, et d'intégrer des employés qui puissent avoir leur mot à dire dans l'entreprise. Et vraiment, on veut vraiment faire quelque chose de nouveau et de sain pour l'entreprise. Donc finalement, vous allez fabriquer en France, en fait, tout va être fait en France, c'est ça l'avantage pour ces chaussures. Alors, ça coûte combien si on veut se faire sa propre chaussure? Bon, c'est pour hommes, je rappelle que voilà, ce n'est dédié qu'aux hommes. Quel est le budget qu'il faut estimer pour avoir sa paire de chaussures adaptée à sa morphologie? Alors pour les chaussures RK, c'est 850 €, en sachant qu'on a un panel d'options parmi lesquelles on peut choisir. Après, imaginons qu'on ait des goûts et des envies très spécifiques, comme du croco ou quelque chose d'un peu exotique ou quoi. Ce sera sur devis. On en discute avec l'atelier, avec nos fabricants pour voilà. Voilà, donc tout peut se faire, mais après, c'est des devis. La chaussure classique, il faut compter dans les 800 à 900 € pour avoir une jolie paire de chaussures avec un cuir peut-être plus souple que les cuirs habituels pour chaussures d'hommes, parce que les femmes, nous, on a quand même de la chance. Oui. On a beaucoup de choix, mais les hommes ont quand même moins de choix, il faut avouer. Complètement, on a très peu de choix, et là, nous, ce qu'on a fait comme pari, c'est d'utiliser du cuir de veau, donc, qui est très doux et très souple. Ça permet aussi de pouvoir avoir une souplesse dans la chaussure et du coup qui est agréable au confort aussi. Donc oui, c'est important de choisir son cuir. Alors Maria Karuna Garand, je rappelle que vous avez créé votre entreprise en 2017. Quels sont les défis pour créer sa start-up dans ce domaine?
Les défis, je pense que c'est les financements. Enfin, vous en parliez tout à l'heure pour la conférence à la CCI. Je pense que c'est important de prévoir le bon financement pour sa boîte et notamment faire face aux aléas parce qu'on pense toujours au positif. On a tendance à ne pas envisager ce qui se passerait si les choses ne marchent pas comme on veut. Donc c'est important de pouvoir sécuriser tout ça. Et après, forcément, c'est le réseau, c'est rencontrer d'autres gens, d'autres acteurs de l'industrie. C'est important de pouvoir discuter et de pouvoir savoir ce qui se fait dans son nid local et aussi international. Alors vous avez financé comment? Avec de la Love Money ou bien vous avez fait appel à des financeurs? Comment vous avez fait? Alors nous, on a commencé par de la Love Money, donc beaucoup de réseaux. On a beaucoup d'amis, même de clients qui ont décidé d'investir dans la boîte. Donc on a trouvé nos investisseurs comme ça et on voulait aussi, c'est un parti pris de notre entreprise, c'est le fait de pouvoir avoir des investisseurs qui ont un intérêt pour la marque et qui sont presque amis avec la marque. Donc, et pour l'instant, RK, on a vraiment privilégié des emprunts bancaires, forcément, pour coupler avec la Love Money, mais ce sera surtout de la Love Money. Donc vos défis maintenant pour les années à venir, quels sont-ils? Et ben, c'est pour une économie durable, déjà en point de vue business, de vraiment créer une entreprise, l'entreprise idéale de demain et de pouvoir travailler avec des employés heureux qui puissent, venir au travail avec le sourire. C'est important, maintenant on oublie quand même les conditions humaines de l'entreprise. Et ensuite, c'est aussi pour une économie durable et des produits qui sont... offrir une éducation aussi aux clients, et sachant que nous, on privilégie justement la qualité à peut-être les chaussures coûtent 850 €, mais on sait qu'elles peuvent durer 10, 20 ans si on en prend Si on les soin. entretient bien, Absolument. bien sûr. Comment vous est venue cette idée? Parce que vous êtes toute jeune, hein, Oui. donc vous étiez dans la mode, vous avez fait quelles études? Comment c'est venu cette idée de fabriquer des chaussures pour hommes? Alors moi, je suis sortie d'une école de commerce, donc profil, j'allais dire, basique économique. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à travailler avec une usine de fabrication de chaussures en Inde, donc à Agra, près de la capitale. Et c'est là que j'ai fait mes armes en fait. Au final, j'ai vraiment tout appris de la fabrication de chaussures. J'étais business développeur, donc moi j'étais basée à Paris, mais je faisais beaucoup d'allers-retours sur les deux usines qui étaient là-bas. Et au final, on allait se marier justement avec mon époux. Et on cherchait forcément la paire de chaussures qui allait tenir la paire de chaussures qui allait tenir le champagne, la danse, la mairie, les pavés, voilà. Et au final, on s'est rendu compte qu'il était difficile de faire confiance, en tout cas dans l'achat d'une chaussure. On se fie seulement à 3 secondes, j'allais dire, d'essayage et de confort présumé. Et quand on rentre à la maison avec notre paire de chaussures, généralement, elle dort dans le placard parce que ça on nous a mal fait aux mal. pieds. Exactement, on a des ampoules, voilà. Et on s'est demandé, on n'a pas forcément de preuves tangibles pour savoir que la chaussure nous va. Un vêtement, ça peut se savoir, on sent qu'on est serré, qu'on est large, mais une paire de chaussures, c'est quand même difficile. Et donc, d'où l'idée, on a testé plein de méthodes pour savoir si ça allait ou pas, et on est arrivé au scanner pour faire ça. Voilà, alors donc pour pouvoir se faire une chaussure sur mesure, donc je rappelle que votre concept très innovant, c'est un scanner du pied complet avec la prise de mesure de l'ensemble du pied, la largeur, enfin bref, l'épaisseur, j'imagine, Oui. pas tout quoi. Et donc pour ça, comment on fait? On prend rendez-vous et on va où? Alors, vous pouvez prendre rendez-vous, c'est sur notre site internet, alors www.rek.fr, retk.fr. Et vous pouvez aussi appeler à la boutique ou passer directement, donc c'est 24 rue des Boulangers dans le 5e à Paris. Alors ça prend combien de temps de faire ce rendez-vous? Il faut compter combien de temps pour avoir son analyse du pied? En général, on est assez étonné. Ça prend 15 minutes à tout compter, mais on passe beaucoup plus de temps à discuter avec le client et à connaître son mode de vie, parce que c'est important de savoir si on passe beaucoup de temps à l'aéroport dans des sols glissants, sur des sols glissants, ou à marcher dans la rue, ou voilà. Donc c'est important, et on passe beaucoup plus de temps à discuter avec le client pour savoir ce qui lui convient le mieux.
Et ensuite, donc, c'est le choix du modèle. J'imagine que le client a plusieurs choix. Combien il y a de modèles différents pour les chaussures pour hommes? On a une dizaine de modèles, là, actuellement. Donc, ça passe de la bottine hyper tendance, j'allais dire, à la Richelieu très classique qui va avec le costume. Oui. Voilà, et donc dans les couleurs, on peut aller de... Les couleurs, on a toute une panoplie. Donc les basiques, les hommes sont très basiques. Il faut le savoir, on n'a pas beaucoup d'extrêmes. C'est souvent du noir, du marron, du marron clair, mais et un peu de bordeaux à la rigueur. Mais généralement, le bleu, ça n'existe pas, vous voulez dire? Le bleu, on en propose, mais c'est très rare. C'est très rare. Oui. Et après, comme vous avez dit, pour les chaussures un peu plus exceptionnelles, c'est sur devis. Exactement. Peut-être qu'on peut vous demander des couleurs aussi, mais là, c'est peut-être plus long pour alors. Il faut combien de temps pour faire fabriquer sa chaussure? Alors, c'est 6 semaines. Sa paire de chaussures. Oui, sa paire de chaussures, c'est 6 semaines. 6 semaines. Oui. Donc, à partir du premier rendez-vous jusqu'à la livraison finale, c'est 6 semaines. Exactement. Donc, pour 2019, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Eh ben, une bonne ouverture pour l'atelier et que ça fonctionne, voilà. Alors, vous avez des offres d'emploi à pourvoir, lesquelles? Oui, alors nous, on est à la recherche de stagiaires, d'alternants, de forces vives pour faire travailler cette entreprise. Parce que forcément, on est dans une phase de croissance et on a besoin de community manager, de business developer, on a besoin de personnes qui s'occupent du marketing, du commercial. Voilà, donc avis à toutes les candidatures. Alors, deux défis pour vous, la recherche de financement et le besoin en candidat pour venir vous épauler pour développer votre société. Absolument. C'est bien ça? Merci beaucoup pour toute cette présentation, Maria Caro-Nagaran. Je rappelle que vous avez créé R&K, une marque de chaussures en cuir sur mesure pour hommes, avec un concept très innovant. Donc, il faut aller prendre rendez-vous dans votre boutique à Paris pour cela. Merci à tous pour votre présence. On va passer la parole à Philippe Sueur. Quelle question voulez-vous poser? Oui, parce que, bien sûr, la chaussure sur mesure relève... du concept du luxe. Oui. On a un collaborateur de François Hollande qui a perdu son poste à l'Élysée pour les fameuses chaussures. Mais en revanche, moi je vois un aspect santé, parce que beaucoup de pathologies du dos découlent donc de chaussures, de semelles inadaptées. On sait bien que la semelle orthopédique est prise en compte par la sécurité sociale sur ordonnance avec bien sûr un remboursement. Est-ce que vos chaussures vont aussi relever en quelque sorte de la prescription médicale? Non. Alors la réponse? C'est une bonne question parce qu'on nous la pose effectivement souvent. Et non, nous ne relevons pas du procédé médical du tout. Parce qu'il faut une certification pour cela. Il faut travailler avec des personnes qui sont certifiées et qui ont une façon de procéder différente. Par contre, nous, ce qu'on privilégie, c'est le confort. Voilà. Donc peut-être plus tard, pourrez-vous allier avec des podologues, des spécialistes peut-être. Ça sera peut-être un futur. Chantal Mire voulait vous poser une question. Vous vouliez poser une question sur la chaussure? Non, ça vous plaît d'avoir des chaussures sur mesure? Oui, moi ça me plairait beaucoup. Je regrette que le développement ne soit pas encore ouvert aux femmes, mais j'attends avec impatience ce nouvel axe d'activité. Oui, on y travaille. Merci beaucoup à tous pour votre présence en studio. Notre émission s'achève. Moi, je vous retrouve dès demain matin pour une nouvelle émission. Et en attendant, on va vous souhaiter une très belle journée à tous. Merci. Bonne journée. Merci. À demain. Merci.